Les débats sur la levée du moratoire sur l'exécution de la peine capitale au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo continuent de faire débat. Voilà pourquoi nous revenons sur cette question d'éclairer davantage votre lanterne. Bienvenue alors dans ces 497e édition de votre magazine Débat 24. Je suis dans l'obligation de vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Et Kinshasa, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo, sur ces plateaux très bien entourés comme toujours. Je suis honoré de la présence de M. Olivier Sambaï, enseignant à l'université de Kinshasa, mais nous le recevons beaucoup plus comme étant un acteur de la société civile. À ses côtés, M. Aristote Ngarime, qui représente valablement les partis chers à Joseph Kabila Kabang et le PPRD, où il est chargé des communications adjoints. Très honoreux également de la présence de M. Rodrigue Ramazani, maître Rodrigue Ramazani, parce que c'est un avocat. Mais nous le recevons comme étant porte-parole du parti en vol, comme vous le savez, c'est le parti cher à l'honorable Délice Sanga. Et enfin, M. Henri Similar Kanda, il est le président national des FOSIP, Force citoyenne populaire, un mouvement citoyen, et il aime beaucoup plus qu'on le présente comme étant un kabiliste poutiniste. Bienvenue à tous. Merci beaucoup. Merci. Maître Rodrigue Ramazani, j'aimerais bien ouvrir les balles avec vous parce que vous êtes avocat. Cette levée du moratoire sur l'exécution de la peine, mais il y a un débat. Beaucoup déjà disent que mais ces moratoires-là n'a jamais eu lieu, on ne peut pas l'éprouver, mais comment peut-on combattre quelque chose qui n'a jamais existé? Êtes-vous de cet avis? Écoutez, les faits démontrent qu'en République démocratique du Congo, l'exécution de la peine des morts, depuis un moment, n'a plus eu lieu. Tout à fait. Ça, depuis 21 ans. C'est un fait, et les débats autour de pourquoi lever, pourquoi ne pas lever. Non, mais il y avait, c'était à la suite de quoi? Les fondements juridiques de cette non-exécution. Si vous me demandez la nature juridique de la levée, je ne sais pas vous le donner parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas un acte, juridique. Mais c'est curieux quand même. Qui est venu pour suspendre. Mais par contre, c'est aussi l'attitude des autorités qui a poussé en fait à la non-exécution de la peine de mort. Notamment lorsque quelqu'un est condamné à la peine de mort, pour que cette peine ne lui soit pas appliquée, l'on écrit au président de la République pour demander une grâce présidentielle. Tout à fait. Dans la plupart des cas, lorsque le président de la République est saisi, et que tant que celui-ci n'a pas encore répondu favorablement ou non, l'exécution de cette peine a du mal à être mise en mouvement. Il n'y a pas un délai en déant duquel, une fois que le chef de l'État ne répond pas, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, il y a... Aussi longtemps qu'il n'a pas répondu, on attend. Il n'y a pas de délai. Moi, je crois que la démarche du ministre de la Justice aussi, au-delà du fait qu'il a instruit la justice ou mieux le parquet quant à ça, c'est aussi de saisir le président de la République pour l'effectivité. Lui dire à chaque fois qu'une demande de grâce présidentielle concernant la peine de mort est soumise, Monsieur le Président, prière d'y répondre avec diligence pour permettre au parquet d'exécuter ou non la peine. Ça, c'est l'aspect carrément juridique, mais nous sommes dans un débat politique. Il faut rester politique. Dans ce débat politique, aujourd'hui, il faut se poser la question pourquoi la levée de ce moratoire contre l'exécution de la peine des morts. 21 ans après. Il faut rappeler que la peine des morts existe dans notre législation pénale. Elle existe. Ça n'a jamais été abrogé. Mais cependant, il y a eu un moratoire pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu. Mais pourquoi les régimes actuels, pourquoi les pouvoirs actuels décident de lever ce moratoire? Belle question. Pour que l'exécution soit effective. C'est selon les arguments poussés pour décourager les intentions belliqueuses. Tout à fait. Belliqueuses de certains. La traîtrise. La traîtrise, ainsi de suite.
J'ai comme l'impression qu'on a l'habitude de prendre des choses et de le cacher sous le tapis. On évite d'affronter les problèmes pour trouver des vraies solutions aux problèmes. On cherche des solutions raccourcies, des solutions de facilité. Encore que on lève ce moratoire dans un contexte où le magistrat suprême a déclaré publiquement que nous avons un appareil judiciaire malade. Ouais. On prend une arme de guerre, on prend un instrument qui est capable d'ôter la vie, on le remet entre le maître des psychopathes. C'est compliqué. C'est compliqué. Soit celui qui remet cet outil pour ôter la vie entre les mains d'un psychopathe, est-ce que la personne qui remet cet outil entre les mains des psychopathes lui-même n'est pas névrosée? C'est un problème, c'est une question que l'on se pose. C'est qui les psychopathes ici? La justice. Le président de la République a dit que la justice était malade. Nous avons une justice de psychopathes qui se réveille un matin, arrête quelqu'un sans raison, qui se réveille un matin, arrache un bien sans raison. Le président de la République décide, le magistrat suprême, de le qualifier d'une justice malade. Mais un bon matin, on se réveille, ce malade qui est un psychopathe, parce que son comportement doit être qualifié ainsi, on prend un outil de guerre, on prend une arme de destruction massive, on le remet entre ses mains. La question que je me pose en tant que citoyen, est-ce que la personne qui remet cette arme de guerre pour ôter la vie entre les mains d'un psychopathe, lui-même n'est pas un névrosé? C'est une question que l'opinion pourra répondre. Ici, le souci, c'est de dévier la solution, de raccourcir la solution. Non. Pour empêcher ce qui arrive aujourd'hui, et que je condamne du reste, certains de nos compatriotes qui décident d'emprunter de voies extrêmes pour revendiquer ce qui leur revient, selon eux, de droit, pour dire non à la dictature de Tshisekedi, pour dire non à la violation de textes légaux, pour dire non à l'affaiblissement de notre démocratie, qui empruntent ces voies extrêmes, pensant que la solution de l'application de la peine de mort éviterait cela. Non. La meilleure manière d'éviter que certains Congolais, certains citoyens décident d'emprunter des voies extrêmes. Une voie que vous condamnez. Je condamne du reste. Extrême, c'est d'abord de respecter la Constitution, de travailler pour l'émancipation de notre démocratie, d'organiser de bonnes élections et non un coup d'État électoral, comme c'est le cas avec le régime Tshisekedi, avec les élections de 2023. Ce sont ce genre de choses qui font en sorte que nos compatriotes, certains Congolais, ont perdu la foi en la démocratie. Ils ne croient plus à la démocratie. Vous savez, je suis scandalisé. D'où cette voie extrêmement dangereuse. Oui. Antidémocratique. Notre souhait à tous, moi je suis républicain, l'Envol est un parti républicain. Nous allons faire la lutte pacifique conformément à la Constitution. Nous résistons à ce coup d'État électoral qui maintient Félix Tshisekedi au pouvoir. Mais cependant, lorsque j'écoute les Congolais, lorsque je lis les Congolais à travers les différentes publications, j'ai comme l'impression qu'une partie de nos compatriotes ne croient plus à la démocratie, ont perdu la foi à la démocratie. Raison pour laquelle je demande à ceux qui sont au pouvoir, je dis à ceux qui sont au pouvoir, que la solution, ce n'est pas de lever ce moratoire pour intimider, parce que vous savez, le pouvoir de Tshisekedi a pour spécialité l'intimidation. Il intimide le Conseil de sécurité des Nations Unies, il intimide la communauté internationale par ses faits et gestes, que malheureusement, il n'arrive toujours pas à amener jusqu'au bout. Aujourd'hui, il faut d'abord, si on veut éviter la déstabilisation de l'État, si on veut éviter un coup d'État, si on veut éviter que les Congolais partent prendre de voies extrêmes, respecter la démocratie, respecter la Constitution et respecter les lois de la Écoutons les kabylistes poutinistes. Henri Similar Kanda, il y a péril en la demeure. Hein? Ça, il faut les reconnaître. Les pays est menacé, les pays est agressé, l'intégrité du territoire national est en danger, ça vous le savez. Et face à ces dangers, aux grands mots, grands remèdes, le gouvernement a tout simplement décidé de lever ces moratoires qui pesaient sur l'exécution de la peine de mort en RDC. Bonne mesure, n'est-ce pas? Bon, bonne mesure. Je pense que
Mon frère Rodig Gamazani a... Rodig l'a dit, hein, la peine de mort n'a jamais été abrogée. N'a jamais été abrogée, mais il y a eu un moratoire. Et le moratoire a permis à ceux que... Un moratoire verbal, hein? Je ne pense pas verbal, je pense que c'était pratique parce que pendant plus de 20 ans... Vous en avez la preuve? Un écrit quelconque? Un document? Je pense que si vous allez au ministère de la Justice, s'il y a eu une nécessité de lever, c'est qu'il y avait un document de suspension de suspension. Mais là, vous supposez, hein, vous supposez quand même. Non, je ne suppose pas. Je dis si on rédige un document pour la lever, c'est qu'il y avait aussi un document qui avait suspendu. On ne peut pas rédiger un document pour lever quelque chose qui n'a jamais été suspendu. Donc la première des choses, c'est ça. Non, ça peut être suspendu, mais verbalement. Non, moi je vous dis que si on écrit administrativement, c'est que ces documents existent administrativement. Donc on ne peut pas écrire administrativement là où ça a été verbal. Je pense qu'on allait lever carrément verbalement. Je pense que ça devait se faire de cette manière. S'il y a écrit, c'est qu'il y avait aussi un écrit antérieurement qui avait suspendu en fait. Moi, ce qui me gêne un peu plus, c'est les motivations de cette suspension. Trahison, tout ça. Mais moi, je pense que... Notre appareil sécuritaire est infiltré, ça vous le savez. Bon, non, je pense que c'est juste l'IDPS au pouvoir distrait un peu plus la population au lieu de s'attaquer aux mots essentiels. Vous-même, vous savez que notre armée sur terrain, c'est connu de tous, elle est tellement désorganisée. Et il n'y a pas encore eu le pays est en guerre, mais au sommet de l'État, on se comporte comme si le pays n'était pas en guerre, comme si nous étions en train de vivre une situation classique qui consiste tout simplement à festoyer, à vivre une vie ordinaire, comme si tout était normal. C'est en fait la première anomalie qui fragilise en fait la sécurité nationale, ce n'est pas la trahison. Bon, je pense que la trahison fait partie des armées à travers le monde. Toutes les armées codifient leurs informations, codifient leur manière de travail, travaillent dans un secret profond pour tout simplement éviter la fuite des informations. Parce qu'on ne peut pas, il est difficile de nous dire à quel moment où on aura une armée non infiltrée. Donc l'espionnage fait partie de l'armée, le contre-espionnage aussi fait partie de l'armée. Donc c'est lié en fait l'inefficacité de l'armée à la trahison. C'est en fait un manque de respect pour ce peuple. Parce que il y a des mécanismes dont la plupart des armées à travers le monde ont toujours mis en place pour contourner la trahison. Notamment l'effet des surprises, notamment choisir d'abord les hommes de confiance à qui on pourra faire confiance, à qui pourront assumer des fonctions clés et des fonctions stratégiques au sein de l'armée. Donc pour le moment, on a vu beaucoup de militaires décrier le fonctionnement, beaucoup de militaires dans les réseaux sociaux, décrier le fonctionnement anarchiste les réseaux de l'armée. sociaux, c'est votre source d'information? Bon, mais c'est une source fiable. Je vous dis une chose qui est vraie avec Félix Tshisekedi. Oui. Le média ne couvre plus les informations comme telles. Non, mais quand vous dites vous avez vu des militaires, entre guillemets, oui, je vous dis que plaindre sur les réseaux sociaux. J'ai suivi Eliezer Ntambwe en train de demander la suspension du PPRD. C'est dans les réseaux sociaux que j'ai suivi. Alors je vais dire que cette information elle est fausse parce qu'elle est passée dans les réseaux sociaux. C'est une information. Aujourd'hui, avec Eliezer Ntambwe, c'est une source bien identifiable. Non, je vous dis. Mais quelqu'un qui s'est fait passer pour un militaire. Non, un militaire en uniforme de FARDC. Un militaire en uniforme FARDC qui donne des informations. Je pense que ces informations doivent être prises en compte. Je pense que le plus important aujourd'hui, vous-même, vous savez, il y a une politique d'intolérance qui est appliquée par ces régimes, qui pousse les gens, les médias non plus. Vous-même, vous savez, avec ces sacs des messieurs Nani, Bossembe, et tout le temps, il y a non, vous ne devez pas dire ça, tout le temps, vous ne devez pas faire ceci. Donc, avec tout ça, donc, la liberté d'expression est amoindrie. Donc, les Congolais, maintenant, se fient à la liberté d'expression qui existe dans les réseaux sociaux. Et sous Félix Tshisekedi, sous Kabila, il était moins fiable de croire à une information qui est diffusée dans les réseaux sociaux, mais sous Félix Tshisekedi, les informations fiables, nous le puisons dans les réseaux sociaux. Mais les réseaux donc, sociaux, je tenais à dire c'est pas une source d'information fiable. C'est une source d'information parce fiable. C'est une source d'information fiable parce qu'il faut seulement avoir l'esprit de vérifier et de contre-vérifier les informations diffusées. Maintenant, ce qu'il faudra dire que l'armée, toutes les armées, l'armée par exemple, c'est un corps de patriotes. L'armée regroupe les patriotes. Et on ne peut pas discipliner des patriotes par la terreur. On ne peut pas faire de la terreur un mécanisme de fidélisation
ou des performances donc de l'armée. On veut instaurer la terreur. On veut instaurer la travers terreur. cette mesure. On instaure La preuve. la terreur. La terreur, pourquoi? Parce que tout simplement, la justice congolaise, elle est en panne. Vous-même, vous savez que plusieurs généraux, notamment, il y a beaucoup de généraux qui sont arrêtés, ça fait plus de 2 ans, sans jugement, sans connaître leur sort, notamment le général Basseleba, qui est arrêté, ça fait plusieurs mois, pour des faits non avérés, et il est en prison, détenu injustement. Vous imaginez qu'il y a plusieurs de ces cas, de ces gens, qui sont détenus injustement. Alors, lorsque vous avez de tels cas et que vous avez une justice malade et qu'on établit aussi la peine de mort, ça porte des inquiétudes. Donc, pour dire que tout simplement, quelqu'un peut proférer des accusations fallacieuses à votre endroit et vous pouvez vous retrouver demain condamné à mort parce que tout simplement, la justice, elle est malade, comme le dit le chef de l'État si clairement. Donc, moi, je pense que pour le moment, avec 21 000 $, il est difficile de voir un député qui accepte d'aller mourir au front. Mais avec 100 $, moins de 100 $, un militaire est capable d'aller mourir au front. C'est pour dire que l'armée est composée de patriotes. C'est en fait le regroupement des patriotes. Je pense que le regroupement des patriotes doit être considéré et respecté comme tel. Donc, on ne peut pas susciter le patriotisme en insultant la République, en ne partageant pas les désabois, les malheurs, la souffrance des citoyens. Par contre, on a des gens qui veulent se payer 33 000 $, qui veulent vivre une vie de luxe, mais par contre, laisser les citoyens dans la pauvreté. Ça, c'est en fait des choses qui fragilisent. Donc, les actions de ces régimes doivent être recadrées dans le but de pouvoir nous permettre d'aller de l'avant. Donc, le plus important est d'abord de revoir toutes les institutions issues de ces élections très trafiquées et nous amener dans une voie démocratique. Olivier Sambaï, 21 ans, on n'a pas exécuté qui que ce soit en République démocratique du Congo pour des raisons que tout le monde connaît maintenant. Le gouvernement a décidé de lever ces moratoires. Désormais, lorsque la justice vous condamne à mort, en tout cas, messieurs, vous pouvez vous rassurer que on va exécuter cette peine dès l'opportunité d'une telle mesure. Bon, il faut peut-être analyser froidement et de façon approfondie, en recourant un tout petit peu aux considérations juridiques, si on pourrait aussi un tout petit peu faire de la philosophie du droit. Parce que il y a antagonisme entre une décision gouvernementale et les lois du pays. En 2003, c'est un communiqué du gouvernement. Ah, c'était un communiqué. En 2003, un communiqué du gouvernement. Signé par... mais sous le gouvernement en 2003, le régime Joseph Kabila. Je ne sais pas c'était qui le ministre de la Justice, mais c'était un communiqué du gouvernement de la même manière qu'ils viennent de le faire. Et à l'époque, il n'y avait pas de Premier ministre. À l'époque, nous sommes en 2003, il n'y avait pas de Premier ministre. Certes, c'était la décision du président de la République avec son cabinet qui avait... c'était même pas une ordonnance présidentielle, c'est un communiqué, ce fut un communiqué. Comme cette fois-ci, ce n'est pas une ordonnance, mais c'est par voie d'un communiqué. C'est une note circulaire. Il n'y avait pas une abolition de la peine de mort. Là, il faut qu'on se mette d'accord. La peine de mort n'avait pas été abolie en 2003. C'est juste un communiqué du gouvernement sur décision du président de la République de ne pas exécuter les condamnés à mort. C'est ça la nuance. Un communiqué, le président de la République qui prend la décision de ne plus exécuter les peines de mort. Mais la sentence ultime dans la justice congolaise, au sein de la justice, c'était prononcée. La sentence ultime, c'était condamné à mort. Il y a beaucoup. On a suivi le procès Mouzé Laurent Désiré Kabila et le procès Chébé en 2010, c'est 14 ans à peine. 13 ans à peine en 2011, quand on a condamné les Moukalaï et les autres à mort, vous voyez, ça s'est suivi. Alors, l'antagonisme se trouve à quel point? Au point où la justice condamne à mort alors que la Constitution, la loi fondamentale interdit. Parce que la loi fondamentale interdit... L'article 16 de la Constitution. Rapidement, vous et avez la l'article Constitution. 61, je n'ai pas... c'est l'article 16. L'article la sacralité de la vie humaine. Ça, c'est les principes. La sacralité de la vie humaine. Non, les principes s'appliquent.
Les principes face évoqués... face à l'arbitraire, la vie humaine est sacrée. Mais au nom de la justice, on peut tuer. Le principe est évoqué, il faut l'appliquer. Alors, la sacralité de la vie humaine n'a pas prévu des exceptions pour prononcer la sentence ultime comme condamnation à mort. Non, mais il faut réviser notre code pénal. Hein? Voilà, vous savez, entre les textes, ouais. Moi je suis en train de parler de la Constitution. Vous voyez, quand même que du point de vue judiciaire, les pénalistes existent, tu vois. Alors, quand on est en pénal, il y a des dispositions du code pénal qui prévoient aussi cela. Alors, ceci dit, il est beaucoup plus mieux qu'on puisse être beaucoup plus rationnel, comme je l'ai toujours préconisé, comme nous l'avons toujours préconisé en tant que scientifiques, intellectuels et penseurs. Il faut rationaliser la gestion de la chose publique. Il faut qu'on s'ouvre à la raison, qu'on s'ouvre à la moralité. Il faut qu'on moralise un tout petit peu la gestion de la chose publique. Pour que les décisions, avant de les prendre, il faut mûrir la réflexion. Il ne faut pas verser... En tout cas, ce n'est pas une bonne décision. Il ne faut pas verser dans la passion. La décision, si elle est prise dans l'optique de dissuader, tous ceux-là qui versent dans la trahison, parce que c'est quand même inadmissible que nous ayons nos propres compatriotes qui s'ouvrent à la rébellion pour tuer nos propres compatriotes. Ce n'est pas on doit mettre fin à la prime à l'impunité. Si c'est dans l'optique de dissuader, ça peut s'expliquer. Mais si vraiment la décision est prise pour être exécutée, alors là, il y a inquiétude. Dans ce sens que, comme cher maître vient de le dire tout à l'heure, il aurait fallu attaquer les problèmes d'abord dans sa racine. Et la racine du problème, c'est quoi? La racine du problème, c'est que le pays n'est pas encore doté des institutions fortes. Des institutions faibles parce que la corruption gangrène tous les secteurs de la vie nationale. Les antivaleurs sont devenus monnaie courante dans tous les secteurs de la vie nationale. Et du coup, on ne s'ouvre plus à la raison. On est prêt à verser dans tout type de mots pour légitimer les actions. L'appareil judiciaire est extrêmement malade. Et la maladie de l'appareil judiciaire c'est un problème purement éthique. Il aurait fallu commencer d'abord par renforcer le pouvoir judiciaire. Que ça soit un pouvoir, qui est malade. Certainement qui est malade. La psychologie sociale renseigne que lorsque nous nous retrouvons dans une situation comme telle, il faut à tout prix chercher à trouver des solutions. Il aurait fallu renforcer d'abord les systèmes sécuritaires pour que nous ayons une justice transitionnelle équitable. Nous n'avons pas une justice équitable. Nous avons une justice où la corruption devient mode de fonctionnement. La loi du plus fort prévaut encore au Congo par rapport au fonctionnement de l'appareil judiciaire. Et c'est un danger. Dans ce sens que si je suis magistrat, je suis juge, j'ai un problème avec John, je peux fomenter un procès pour qualifier l'acte posé d'un acte similaire, assimilable à la condamnation à mort, et tu peux être exécuté gratuitement, simplement parce que la justice est malade. C'est en fait ça le danger. Il serait mieux de renforcer le fonctionnement de l'appareil judiciaire tout d'abord, ensuite de doter les pays d'un système de sécurité efficace. Nous n'avons pas un système de défense dans les pays qui est efficace. Et ça fait en sorte que notre pays est poreux dans tous ces secteurs et nous avons la facilité d'être infiltrés par les rebelles, nous avons la facilité d'être infiltrés par nos frontières parce que nos frontières sont poreuses. Et du coup, avec notre système de sécurité, avec notre système de défense, avec notre fonctionnement de l'appareil judiciaire, je vois mal qu'on applique la peine de mort à la lettre. Encore faudrait-il rappeler, parce que la Constitution, dans l'une de ses dispositions, prévoit la prévalence des traités internationaux sur les lois organiques. Voilà maintenant un deuxième antagonisme. Traité des rois, la RDC a valablement ratifié en 1998 le traité qui abolit la peine de mort. Quand vous allez, quand nous lisons l'acte en son article 77, il est clairement établi que la peine de mort ne peut pas être appliquée dans les États. Et nous l'avons ratifié. Alors, la Constitution aussi ne prévoit pas cela. Comment est-ce qu'on passe
de la ratification d'une disposition par rapport au traité de Rome, mais qu'on ne sera pas appliqué dans notre pays. Alors, la logique voudra c'est qu'on dératifie d'abord. Qu'on retire notre signature. Il faut retirer. Lorsqu'on retire notre signature là-bas, ça pourrait faire en sorte qu'on puisse réfléchir un peu en toute logique pour ne pas... Monsieur Ngari, mais je pense que on n'avait pas tort de lever ces moratoires, vu ce qui se passe maintenant, surtout au sein de votre parti politique, hein, qui devient pratiquement la pépinière du mouvement rebelle. Ça se recrute beaucoup chez vous là-bas. J'ai l'impression que vous êtes mieux informé de mon parti que moi-même. Qu'est-ce qui se passe au sein de mon parti? Non, mais... J'en suis le porte-parole ici. Je n'ai pas porté la voix si c'est que se passe dans mon parti. Mais vous me dites quelque chose se passe dans mon parti. Non, mais tout le monde sait que... Pourriez-vous me révéler, s'il vous plaît, ça se recrute bien chez vous là-bas. Il ne faut pas dire ça, en fait. Depuis un temps, je me promène avec le statut du PPRD. Oui. Nos statuts. Tout est là. L'adhésion à un parti politique se fait d'une manière libre et individuelle, comme les retraits. Nos anciens camarades qui ont adhéré dans un autre parti politique, ça ne pose pas un problème. Ça ne nous concerne pas. C'est un parti politique. Ça ne nous concerne pas. Ouais, c'est un parti politique. Le PPRD est mais géré. Pas d'une rébellion. Le PPRD est géré par rapport à un statut, à nos statuts, ce que j'allais dire. Donc, lorsqu'on avait pris nos députés, nos sénateurs pour intégrer l'Union sacrée, là, on ne nous a pas chargé. C'est les jeux démocratiques. Vous soulevez une question qui concerne mon parti et le porte-parole de ce parti essaie de vous éclaircir. Non, mais vous parlez d'un parti. Moi, je parle d'une rébellion. Nous n'avons pas le contrôle effectif d'un individu qui se lève un bon matin et il intègre pourquoi le parti. PPRD ne fait pas une déclaration officielle pour prendre ses distances avec... D'abord, comme je l'ai dit tantôt, nous avons nos statuts ici, en son article 20. Quand on parle de la perte de qualité des membres, en fait, ne nous jugez pas parce que tout est ici dans nos statuts. Lorsque vous posez un tel acte, pour nous, c'est pratiquement de l'auto-exclusion. Vous voulez qu'on se justifie auprès de qui? Alors que nous sommes gérés par nos statuts. Tout est là. Alors ça nous concerne parce que ce sont nos anciens camarades qui ont levé l'option de faire X ou Y chose, ça ne nous concerne pas. Que vous condamnez. Nous prenons acte. Nous prenons acte de ces départs. Nous prenons acte de ces départs. Nos amis ont accepté de partir librement. Nous n'allons pas quand même continuer à chercher. Non, ils sont partis. Mais vous ne condamnez pas. Donc, en fait, moi, je suis régi par rapport au statut du parti. Du moment où vous allez à l'encontre de nos statuts, je prends acte, mais si vous n'êtes plus avec nous, qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire? Très bien. Parce que le statut là, qu'est-ce qu'il dit? De la perte de qualité des membres. Tout est repris là-bas. Vous voulez que je dise quoi? En plus, est-ce que le PPRD doit commencer à dicter le comportement d'un militant ou soit d'un cadre à ces points-là? Parce qu'il est intellectuel, parce qu'il a fait l'université, parce qu'il connaît le bien et le mal, parce qu'il sait lire et écrire. Alors, il a levé l'option d'aller dans un camp. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous prenons acte, c'est tout. Le PPRD continue à voler normalement. Non, mais, je ne vais pas continuer. Je n'irai bien pas. Non, mais monsieur... ça vous intéresse non, monsieur Jean-Jacques Mamba. Monsieur Jean-Jacques Mamba a rejoint l'AFC. Mais nous avons vu son parti, le MLC, d'abord prendre officiellement ses distances. C'est un parti de l'Union sacrée. MLC, mais vous êtes le PPRD, c'est un parti républicain. MLC, c'est un parti de l'Union sacrée. Oui. C'était dans son obligation de se justifier auprès des autres partis au sein de l'Union sacrée. C'est tout à fait normal. Vous n'avez pas à vous justifier. Nous avons nos statuts et il est clairement dit dans le préambule de notre statut. Le PPRD attaché aux valeurs républicaines de liberté, de justice, de paix et de progrès. Nulle part on fait la promotion d'une rébellion. Quand vous allez à la contre, nous prenons acte et c'est fini. Donc il ne faut pas nous charger là-dessus. Donc c'est clair la position du PPRD. Aucune condamnation. Mais déjà, lorsque tout est repris ici, qu'est-ce que vous voulez que je dise? D'abord, selon vous, pourquoi est-ce que ces jeunes gens sont allés à la rébellion? D'après vous, non, on ne va pas faire l'apologie de la rébellion. Finalement, allez-y chercher à comprendre, à fouiller, mais pour nous, nous prenons acte, c'est fini. Pourquoi ils sont allés là-bas, ce n'est pas notre problème. Donc, je tiens ici à rappeler qu'il n'y a rien ne se passe au PPRD. Le PPRD fonctionne normalement comme un parti politique. Nous tenons une réunion. D'ailleurs, le 31 mars, ça sera l'anniversaire du parti, parce que le parti a été créé le 31 mars 2002. Et le 31 mars 2024, c'est le dimanche prochain. 22 ans, effectivement, 22 ans que le parti existe.
Et il est clairement dit que le PPRD a été créé pour une durée indéterminée. Ça veut dire que les hommes peuvent passer, mais nous allons continuer à fonctionner comme un parti politique. Ça ne nous concerne pas. Ça, la position officielle. C'est comme ça que Kabila pense. C'est ce que je vous dis ici. C'est ça sa pensée. Je reviens par rapport à la question sur la peine de mort. D'abord, il faut ici expliquer un peu, cerner ou circonscrire le cadre de cette réflexion. Comme c'est connu de tous, qu'il y a deux courants qui s'affrontent. Les abolitionnistes et les rétentionnistes. Ça, c'est sur le plan idéologique. Chaque État est appelé à se prononcer. Soit vous acceptez d'être abolitionniste, soit vous acceptez d'être rétentionniste. Si vous allez en profondeur, aujourd'hui, la courbe tend vers l'abolitionnisme. Ouais, de plus en plus. Même aux États-Unis, il y a certains États, certes qu'on applique, mais vous allez en profondeur, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus l'abolitionnisme. Et même au niveau de la sous-région, ici en Afrique, je ne connais pas 5 ou 6, 7 États où on applique la peine de mort dans le sens rigoureux. Il y a aujourd'hui l'abolitionnisme. Permettez-moi de vous le dire que moi je fais partie de ces courants de pensée. Je suis un abolitionniste parce qu'on estime que la justice humaine, elle est imparfaite. Oui. Avec beaucoup d'erreurs. Avec beaucoup d'erreurs, on ne peut pas supprimer la vie d'un individu. Pas de la suppression de la vie d'un individu. C'est-à-dire qu'on peut plus recréer. Quand on vous tue, on va plus vous recréer, c'est fini. Admettons qu'à l'époque, on avait, excusez-moi d'en parler, on avait appliqué la peine de mort et que Edi Kapen serait tué. 20 ans après, on dit qu'en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, il semble qu'il est dehors, je ne sais pas. Déjà, depuis longtemps. Voilà. Il a même été promu. C'est vrai, hein? Voilà. Vous avez quelque chose comme ça. Donc, ce qui revient à dire, la justice humaine, elle est imparfaite. On ne peut pas appliquer la peine de mort. J'ai toujours dit, il n'y a pas de tête à couper. Il n'y a que des têtes à orienter, à organiser. À construire. À construire, à orienter. C'est-à-dire que c'est ça ma philosophie. Donc, je ne souscris pas dans cette philosophie. Le monde aujourd'hui, c'est un monde civilisé. Hein? Nous ne sommes pas dans l'époque barbare. Nous ne sommes pas dans un monde sauvage. Il faut où on doit appliquer le code d'amour. Justement. En fait, ça, c'est ma lecture de fait. Je crois que c'est ça, justement. Tout a commencé parce qu'à l'époque, la RDC était citée comme le deuxième pays après la Chine en termes d'exécution, en termes de peine de mort. En fait, c'était la Chine et puis la RDC. À l'époque des musées. Hein? En effet, nous étions pointés sur l'échiquier international. Ah, la RDC, on exécute trop. Ah, la RDC, après la Chine, c'est la RDC. C'est ainsi qu'au cours d'une réunion de la commission des droits de l'homme à Genève, Cho Kitundu, représentant la RDC, il a pris la position pour dire que nous, la RDC, nous n'allons plus en effet appliquer la peine de mort. Et cette position est restée verbale. Tout a commencé par là. verbal. Et plus tard, Joseph Kabila Kabange reviendra sur ça lors d'une réunion des Nations Unies à l'époque. Il a également dit clairement qu'il ne va pas appliquer en effet la peine de mort. Vous voyez, c'est ça l'historique. Et c'était comme ça qu'on a évolué, ainsi de suite. 21 ans après. Nous estimons que c'était une bonne position. Mais moi, je pense, pour terminer, compléter un peu les amis, lorsque Tshisekedi, président de la République, dit clairement qu'il n'est pas content de notre justice. La justice est malade. Alors que c'est cette justice-là qui doit prendre des décisions pour supprimer la vie d'un être humain. Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas une logique, il n'y a pas une suite logique. Il n'y en a pas. Le premier citoyen, il dit que vous là, je ne crois pas à vous. Votre justice là, ça ne m'engage pas. Je ne m'identifie pas à cette justice-là. Très bien. Et vous voulez que cette justice-là puisse en effet condamner des êtres humains. C'est mal parti. Donc moi je pense par ailleurs, en fait, le régime de M. Fett, c'est qu'il n'a plus de réformes à faire. N'a plus de politique. L'inspiration, allez mettre à dire inspiration, de politique publique, en effet, pour guider la République. On touche sur un point pour s'aimer la terreur, alors qu'on sait qu'il n'y a pas le soubassement de la peine de mort, c'est la justice. Le véhicule qui porte la peine de mort s'appelle la justice, alors qu'il y a un sérieux problème. Donc, au lieu de réfléchir autrement, voilà ce qu'on nous sort, la peine de mort. Donc, en réalité, c'est de l'incompétence, manque d'imagination, pas de politique publique. Nous pensons par ailleurs, lorsqu'on parlait de la peine de mort, la traîtrise, ainsi de suite, vous faites allusion seulement dans les domaines militaires, pas dans les domaines économiques, pas dans les domaines politiques. Non, même dans les domaines civils, les communes, voilà, banditisme urbain. Même dans les domaines politiques, le détournement.
C'est ce qu'on dit en Bongo. Je joins la voix de... Là, il faudra réviser les codes pénals. De monseigneur cardinal Mbongo. Réviser les taux de la peine pour le détournement. C'est un sérieux donc, mais c'est Félix Tshisekedi a échoué lamentablement. Alors qu'on attend de lui une bonne politique pour donner l'emploi à la jeunesse, lui propose la peine de mort. Alors qu'on attend qu'il puisse protéger les Congolais, lui propose la peine de mort. Alors qu'on attend de M. Félix Tshisekedi qu'il puisse faire de grandes choses, lui il amène la peine de mort. Rodrigue Ramazan, certes une réaction à chaud, mais nous sommes tous dans l'attente du gouvernement. Hein. En vol, bien sûr, est-ce que vous avez déjà rencontré l'informateur? Laisse-moi rire. Non, vous êtes républicain, pourquoi pas? Matata Pogno a rencontré l'informateur. Déjà, l'informateur et soit les partis politiques ou regroupements politiques qui sont au sein de l'Assemblée nationale, l'envol n'y est pas. Donc, à l'issue de ce coup d'État électoral, vous savez que ceux qui y sont, la plupart ont été nommés. Après, il y aura des invalidés, des validés. J'apprends encore que la Cour constitutionnelle, tout à l'heure, après avoir validé, va invalider et valider. Chambre spéciale. Écoutez, nous sommes dans une forme de justice très malade, que malheureusement, celui qui qualifie cette justice des malades devait être plutôt celui qui devait apporter la thérapie. Très bien. Et étant devenu, le pouvoir de Tshisekedi étant devenu un pouvoir ménopausé en termes de conduite des politiques publiques et d'inspiration politique, à la différence de ce pouvoir, nous l'envol par la refondation du Congo, à travers évidemment celui qui les portait, Delis Esanga, on avait proposé une réforme de la justice. Réformer la justice. On ne dit pas seulement que la justice elle est malade, on dit parce que cette justice est malade, voici les réformes que nous apportons. Nous avions dit qu'il faut réformer la justice. Il faut réformer le Conseil supérieur de la magistrature parce qu'il y a une forme de corporatisme qui s'est inscrit et que les magistrats ne font plus bien leur travail. Ils sont devenus, comme le disait à l'époque le vieux Tambo Mamba, les magistrats de 3V, véhicules, villa et veste. Ils ne font plus leur travail. Il faut ouvrir ce Conseil supérieur de la magistrature à d'autres corps de la société, notamment les avocats, pour que la société, la justice étant une question sérieuse d'un État, que la société puisse avoir un œil dans le fonctionnement de la justice. Recycler nos magistrats, renforcer la formation de nos magistrats. Bref, dans la refondation du Congo, qui est notre programme de gouvernance que nous allons même porter en 2028, nous avons proposé, alors que M. Tshisekedi, qui est en train d'échouer, n'a aucune vision sur ce que doit être la justice congolaise. Maintenant, parce que vous parlez du gouvernement. Ouais. Une fois de plus, nous retombons dans la même chose. Je crois que le Sénégal nous a donné une première leçon de démocratie, une première leçon d'abord de justice à travers son appareil judiciaire. Sa cour constitutionnelle. À travers sa cour constitutionnelle, nous avons reçu une leçon. Deuxième leçon, c'est le déroulement du processus électoral. On n'a pas vu de candidats du pouvoir en train de se promener avec des machines à voter, avec des bulletins de vote. Nous avons vu, il y a eu une élection et le camp du pouvoir a perdu. Et le challenger, le candidat du pouvoir... Et les résultats ont été proclamés 24 heures après. 24 heures après. Troisième leçon, le candidat qui a perdu les élections a appelé les gagnants. Leçon de la démocratie. C'était ça. Ça se passe en Afrique. C'était ça le rêve de Delis Esanga lorsqu'il mettait en place le jeu 13. Avoir un consensus dans la conduite du processus électoral pour que nous puissions arriver à ces résultats. Quatrième leçon que le Sénégal va nous donner tout à l'heure, le président de la République sénégalaise prêtera serment et le 5, il va nommer son gouvernement. Pendant ce temps, nous sommes encore dans des démarches de l'informateur, formateur, qui est en train de... Nous sommes dans des tractations. Des tractations. Le gouvernement sortira jusqu'au mois de juin. Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler, parce qu'il s'agit de l'envol. Nous, l'envol, au-delà de la critique, nous apportons toujours une solution sur la table. L'envol déjà en 2019, juillet 2019, nous avons apporté une solution sur cette question. Nous avions constaté que depuis, si on doit analyser les années Kabila, jusqu'à ce jour, donc prendre depuis 2006 jusqu'au fin Kabila 2018, on a analysé, nous nous sommes rendus compte que la République perdait en moyenne à peu près 8 mois en termes de gouvernance, le temps que le gouvernement puisse arriver. Hein? Élastique.
consultation, informateur, Tractation. Et ajouter à celui de Tshisekedi, si on doit analyser la République en termes de conduite de la chose publique, nous avons perdu pratiquement entre 7 à 9 ans où le pays n'a pas été gouverné parce qu'il fallait attendre les tractations de politique. L'Envol avait proposé une solution dans sa proposition de loi. Et c'est la population qui en pâtit. Hein? Portant révision de la Constitution que nous avions déposée à l'Assemblée nationale en juillet 2019. Nous avions dit les présidents de la République élus, majorité dégagée, nomment le Premier ministre et son gouvernement. Le Premier ministre se présente avec son programme à l'Assemblée nationale, quitte à l'Assemblée nationale d'y mettre une motion de censure. Et que le gouvernement n'évolue pas. Mais s'il n'y a pas de motion de censure, le gouvernement commence à être investi. Et nous gagnons en termes de temps. Vous imaginez que le Sénégal gagne déjà en temps. Le 2, le président prête serment. Le 5, mise en place du gouvernement, nomination du gouvernement. Et pendant ce temps, nous n'aurons pas encore notre gouvernement. Non, le gouvernement arrivera d'ici le mois de juillet. Donc pas juillet. Oui, ça prendra du temps. Parce que le Congo... Ce mois d'avril ne va pas dans la plupart des cas... Dans la plupart déjà, Kabouya a fait les plus grands lots du travail. Ouais. Non, soyons sérieux. Dans la plupart des cas, nous pensons que le temps est en notre faveur alors que nous avons un pays avec de multiples défis. Tout est défi. Ce qui attend aujourd'hui, les défis qui attendent le prochain gouvernement est énorme. Nous allons parler des défis. Doit se mettre en place et relever les défis sécuritaires, sociaux, mais aussi tout ce dont le peuple congolais attend de ça. Kabiliste poutiniste, d'après vous, qu'est-ce qui serait à la base de cette longue attente du gouvernement, de la République? Bon, c'est en fait une question de distraction de la part de ceux qui sont chargés de gouverner un gouvernement. Donc, ils pensent plus à autre chose. Parce que la question de la rapidité du gouvernement, ils ont au Parlement pratiquement 487, si je ne me trompe pas. Ils ont une majorité écrasante. Ils ont une majorité largement écrasante, une majorité dont on colle une majorité qu'on peut dire tribale, une majorité clanique, familiale, donc qui savent contrôler. Mais maintenant, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement peut tarder et pourquoi on peut aller même aux consultations. Parce que tout simplement, la majorité est déjà identifiée et connue parce que tout simplement, ils ont participé, ils ont donné 18 voix à ceux qui les ont suivis dans leur aventure. Donc, je pense que c'est en fait une mauvaise foi de la part de ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, qui la tiennent de manière arbitraire après des élections dont on ne peut pas appeler même élections. Ces élections ont violé la loi électorale. Ces élections ont violé tous les principes démocratiques. C'est pourquoi même le PPRD a clairement dit qu'il fallait les annuler. Et c'est une bonne position. Normalement, on ne peut pas continuer sur cette lancée parce qu'elle est dévastatrice pour la République. Donc, le plus important, je pense, pour le moment, serait de pouvoir revoir un peu tout ça. Parce que vous imaginez Augustin Kabouya, un homme dont beaucoup de Congolais ont vu son parcours politique, ont vu la manière dont il traite les opposants, la manière dont il se comporte. Vous voulez qu'on s'attende qu'il va produire quelque chose de mieux? Moi, je ne crois pas. Et je crois tout simplement que nous avons perdu du temps avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, l'IDPS au pouvoir, la République a perdu 5 ans et la République risque de perdre encore 5 ans. Donc c'est un danger, ils sont un danger pour la République parce que jusqu'à présent, si vous voyez, ils se rendent compte même pas du drame que le peuple congolais est en train de vivre. Donc ils se rendent même pas compte que nous sommes face à un danger. La guerre que nous vivons à l'est du pays. Deuxièmement, le niveau des dégradations des conditions socio-économiques de la République. Les Congolais vivent de plus en plus mal. Ils ne se rendent même pas compte de ça. Donc ce sont des inhumains. À tel point qu'on est prêt à dire même que ce sont des satanistes, des gens qui appliquent des pratiques sataniques. Vous imaginez, ils vont à Luanda. À Luanda, lorsqu'ils arrivent là-bas, un gouvernement qui n'a pas le plein pouvoir, parce que c'est un gouvernement démissionnaire, mais qui arrive à engager la République sur des questions majeures. Mais vous-même, vous avez dit qu'il y a la guerre à l'Est. La guerre ne va pas attendre qu'il y ait un nouveau gouvernement. Non, mais non. Pendant ce temps, on travaille. Ils ont le pouvoir, le pouvoir, et il n'y a rien qui les empêche à donner à la République,
à notre République un gouvernement de plein pouvoir. Il y a guerre et pendant ce temps, on croise les bras. Non, mais il y a guerre, mais il y a guerre, mais lorsque vous voulez que le gouvernement intérimaire continue à fonctionner comme un gouvernement avec plein pouvoir, c'est en fait une anomalité. En fait, c'est quoi? Le vrai problème avec l'IDPS au pouvoir, ils sont en train de tuer les principes fondatrices, les principes fondateurs d'un État démocratique, d'un État républicain. Ils démolissent tout ce qui peut nous permettre demain qu'on nous dise qu'on est un État. Donc ils nous mettent en l'esprit que nous sommes une république des jungles, que nous sommes en fait où le président de la République peut défaire et faire des lois selon sa volonté, parce qu'il a gagné le pouvoir, parce qu'il est au président de la République. Vu qu'il est président de la République, c'est leur manière de concevoir les pouvoirs discrétionnels du chef de l'État. C'est devenu en fait une manière de dire que le président de la République a le droit de faire l'anarchie comme il veut. Donc c'est en fait une destruction de la République. Merci, alors, face à tout ça, il est important pour sauver la République démocratique du Congo qu'on annule ces élections, qu'on aille à... Je reviens à vous pour la conclusion. Merci. Le temps de prendre Olivier Sambaï. Olivier, il faudra reconnaître que la vie s'est arrêtée ou sinon tourne au ralenti. Pourquoi tout le monde vous dit non, nous attendons le gouvernement? Mais qu'est-ce qui est ou qu'est-ce qui justifie cette longue attente de ces gouvernements tant attendus? Bon, ce n'est pas la première fois. Il nous souviendra tous qu'en 2012, il aurait fallu 5 mois pour nommer Augustin Matata Ponyo Premier ministre. Mais on doit arrêter avec ça. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête avec ça. Parce que les fonctionnaires n'étaient pas payés de façon régulière en 2012, simplement parce qu'on attendait les gouvernements qui devaient venir et l'investiture a eu lieu au mois de mai. C'est faux. L'investiture a eu lieu au mois de mai. Mais en évoluant, on peut se rendre compte que ça ne sert à rien d'attendre la majorité parlementaire. Ça ne sert à rien. Dans ce sens que, comment Sami Wadi va se retrouver Premier ministre? Sur base de quelle majorité parlementaire? C'est sur fond d'un dialogue, accord, voilà, il se retrouve Premier ministre. Alors que la loi fondamentale n'avait pas été respectée s'il faudrait parler de la majorité parlementaire. On a mis la Constitution en époquet, on met la Constitution de côté et puis on applique l'accord qui n'a aucun fondement constitutionnel. C'est lui qui l'a succédé. Qui a succédé à Samuel Bruno Tshibala. Premier ministre. Comment il s'est retrouvé Premier ministre? Donc, ceci dit, il à la suite d'un accord. Accord toujours. Donc, il est plus qu'impérieux qu'on puisse réfléchir de par nous-mêmes pour accélérer le processus de mise en place d'un gouvernement à l'issue de la prestation de serment du président élu. C'est très important parce que s'il faut qu'on continue ici, on va se retrouver dans une situation très compliquée. Voilà, par exemple, la guerre en ce qui concerne le M23. Le président de la République, alors candidat, le 18 décembre, moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres, j'attaque le Rwanda. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'ennemi peut comprendre le fonctionnement de notre système politique qui a attendu juste après la prestation de serment pour attaquer parce qu'il sait que le Parlement n'existait pas. Le Parlement n'existait pas. S'il faut attendre à ce que les deux chambres soient réunies... Et l'aéroport de Goma a été atteint. Le Parlement ne sait pas se réunir parce que les bureaux d'âge a des restrictions, ne peut pas prendre des décisions. Et l'ennemi peut réfléchir comme ça. Comment expliquer le fait qu'ils ont attendu seulement après la prestation de serment qu'ils commencent à attaquer? C'était de la provocation. De la provocation. Ils savent que, suivant notre système politique, nous ne serons pas en mesure de réunir le Parlement pour déclarer la guerre. Alors, autre chose. Nous sommes retrouvés dans une situation telle qu'on ne sait plus qui est député, qui est ministre, suivant les termes de la Constitution. En même temps, je suis ministre, en même temps, je suis député, je siège au Conseil des ministres, et en même temps, il y a plénière. Non, ministre intérimaire, mais député full. Mais alors que ministre intérimaire et premier ministre intérimaire signe un décret qui définit le système de fonctionnement de l'enseignement universitaire. Il est démissionnaire. Réfléchissons un peu. Donc vous comprenez que nous sommes tombés dans une situation où il y a une sorte de constipation intellectuelle en ce qui concerne les modes de réflexion, et on ne sait pas, on se retrouve un tout petit peu sclérosé dans la pensée pour produire des idées claires et distinctes, alors que c'est possible de se recourir à la raison. Parce que le Congo a beaucoup de problèmes qui se résument en deux. Nous avons des problèmes éthiques
et nous avons les problèmes des rationalités. La rationalité voudrait c'est que dans tout ce qu'on va faire, qu'on s'ouvre à la raison, qu'on soit en mesure d'associer la science à la gestion de la chose publique. Chose qui n'est pas encore arrivée pour l'Afrique en général, pour les Congos en particulier. Pour remédier à cette situation, moi je pense qu'il vaut mieux que ça soit vite fait comme en 2019. On n'a pas attendu longtemps pour que Félix Tshisekedi nomme le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Parce que la majorité, c'était le FCC. Or, le FCC n'était pas une plateforme politique, mais électorale. Non, c'était une plateforme politique, pas électorale. Non, je pense que les candidats députés nationaux qui s'étaient retrouvés au Parlement, c'était candidats députés de leur parti politique. Candidats des regroupements, partis et regroupements. Mais il n'y avait pas un regroupement FCC, même dans la publication, souvenez-vous, vous verrez. Donc la CENI n'avait pas publié les candidats suivant FCC, non, suivant les regroupements politiques. Oui. FDC et les autres, voilà, on n'avait pas prononcé FCC. Ce qui veut dire que la majorité n'avait pas une existence légale. N'avait pas, ce n'était pas juridiquement établi comme un regroupement politique. Mais vous comprenez qu'on n'a pas tardé pour donner Ilunkamba la primature. Mais nous avons l'union sacrée. Mais c'est connu, ils ont plus de 400 députés. Qu'est-ce qui manque au chef de l'État de nommer rapidement le Premier ministre? Tractation. Voilà. Il peut nommer le Premier ministre et puis la composition du gouvernement suit après. Mais voilà aussi parce que nous sommes dans une situation où on fait la politique pour soi et non pour servir la nation. Merci. Parce que s'il faut faire la politique pour servir la nation, rapidement il va composer le gouvernement et nommer les ministres. Vous gardez la reste pour la conclusion. Garibé. En tout cas, au mois d'avril, les traditionnels 100 jours, hein, c'est très bientôt, mais on craint qu'on n'aura pas encore le gouvernement 100 jours après la prestation des serments. Que dire d'autre? Après avoir écouté le panéliste, le co-débatteur qui sont ici, c'est qu'il faut simplement retenir, cher John, que en sciences politiques ou en sociologie politique, on présente 3 types de dirigeants. D'abord, on parle des dirigeants passionnés. Ce sont les dirigeants qui aiment l'État, qui aiment la République, qui sont là pour servir la République. Et deuxièmement, il y a des dirigeants jouisseurs qui accèdent au pouvoir tout simplement pour satisfaire leurs besoins. Et troisièmement, il y a des dirigeants naïfs, comme ça, naïfs. Ce qui se passe présentement au sein de l'Union sacrée, c'est vouloir partager les gâteaux. C'est la jouissance. On a gagné, on a mis en place un président de la République. Moi, j'ai autant de députés, je dois avoir autant de postes. En réalité, ce n'est pas... Un ministère 10 députés. Justement. Ce n'est pas parce c'est ça les calculs. Ce n'est pas parce qu'ils sont passionnés de la République que ça prend du temps. Non. Ce n'est pas parce qu'ils aiment tellement la République que non, vous prenez du temps pour trouver l'homme qu'il faut. Non, c'est la jouissance. On avait gagné les élections. Il ne faut pas non plus aller dans la précipitation. Il faudra trouver l'oiseau rare. Sous d'autres signes, lorsque vous êtes président, prenons la France, quelques jours après, quelques semaines après, déjà un Premier ministre, le gouvernement... Nous ne sommes pas la France. Même en Afrique, Maître a soulevé un cas ici au Sénégal. De Sénégal. Donc, il y a des cas comme ça à imiter. Si ça prend du temps, ce n'est pas parce qu'il y a l'amour du pays. S'il faut partager les gâteaux, on a tout fait. Moi, j'ai apporté ça. Moi, j'ai autant de députés. Moi, il faut ça. À ce moment-là, il y a l'ennemi qui occupe nos territoires. Nous vivons comme si tout va pour le mieux, alors que nous sommes agressés. L'ennemi est là. Donc, en réalité, il faut oublier ces régimes. J'ai dit ici, le second mandat de M. Félix Tshisekedi, second parce qu'il n'y aura pas un troisième, second parce que c'est son second mandat, son second mandat sera pire que le premier. Vous allez arriver à un moment donné... Vous êtes un prophète des malheurs. Vous allez arriver à un moment donné, vous dites, vaut mieux le premier mandat. Au premier mandat, il a au moins qui va éviter les erreurs du premier mandat. Mais il ne fait que reproduire. Vous savez où il est présentement? Il est où le président présentement? Pendant qu'on fait cette émission, il est où? Lui-même, il n'est pas là. Il est où d'abord? Il est où? Combien de voyages il est où? À quoi on en a pour? Franchement. Donc voilà. L'ennemi est là. On n'a pas un gouvernement réputé des missionnaires. Mais lui-même n'est pas là. J'ai appris même, il est allé à Lomé. Et là, le président de Togo, là, il vient de changer la constitution.
Il a changé la constitution. Le président, là, il est presque à fin mandat. Il change la constitution. Et où est-ce que vous voulez en venir? Maintenant, il est inscrit dans la constitution. Le mandat du président de la République est de 6 ans renouvelable. Point. Et c'est là que le président Félix Tshisekedi va pour avoir l'expérience. Pour comprendre comment est-ce qu'il a fait. Parce qu'il a la majorité au Parlement et il a changé la constitution et c'est là le président Félix Tshisekedi. Il est maintenant là-bas, il est avec lui. Ils sont en train de réfléchir. Toi, tu as fait comment pour changer la constitution chez toi ici? Pourquoi il n'y a pas eu de problème? Ah non, moi j'ai fait ça, donc c'est ça. Alors que le pays ici, il n'y a pas un premier ministre. Donc en fait, ce sont des jouisseurs. C'est ça le concept qui convient. Des jouisseurs. Ce ne sont pas des gens passionnés. 4 mois, il n'y a pas de gouvernement. Alors que ce gouvernement est réputé démissionnaire. Sous un gouvernement démissionnaire, on nous brandit la peine de mort. La peine de gouvernement démissionnaire. Il nous reste que 4 minutes. C'est très grave. J'aimerais que chacun ait au moins 60 secondes pour placer juste les mots de la fin. Vous avez l'honneur, Maître Rodrigue Ramazani. En 60 secondes, placez juste les mots de la fin. Je crois que les Congolais suivent la conduite de la chose publique sous Félix Tshisekedi. Tout aujourd'hui est au rouge. L'inflation. À suivre le rapport du gouverneur militaire de Goma que j'ai suivi ce matin, on comptabilise déjà 2 700 000, plus de 2 700 000 déplacés internes que le président de la République ne s'est jamais déplacé pour aller voir. Les militaires au front, le commandant suprême ne s'est jamais déplacé pour aller le voir. Il est au Togo. Les Congolais aujourd'hui ont besoin d'un vrai commandant suprême. Les Congolais aujourd'hui ont besoin d'un visionnaire. Et l'Envol se propose cette vision dans la refondation du Congo avec celui qui sera un vrai commandant suprême parce qu'il a l'expérience de la guerre. Ce pays est un pays en proie en insécurité. Je crois que les jours à venir, la refondation du Congo qui est devenue aujourd'hui pratiquement une boussole pour les débats politiques au pays, nous l'apportons, nous insistons avec ce programme. Les Congolais doivent garder espoir, mais ils doivent aussi savoir qu'avec Félix Tshisekedi, ils n'auront rien et il n'y a rien à attendre. Nous attendons le prochain quinquennat qui arrivera. Nous viendrons avec la refondation du Congo pour que le Congolais, au moment opportun, fasse un choix. Une attente républicaine, bien sûr. Monsieur Similar Khan. Oui, d'accord. Ce qu'il faudra dire que... parce que lorsque les autres, là, Bruno Tshibala et autres, quand ils ont été nommés, c'est parce que l'ancienne majorité présidentielle avait cédé le poste de Premier ministre, avait cédé ses droits. Parce que ce n'était pas seulement sur base d'un accord politique, mais c'était la volonté de la majorité présentée de céder le poste de Premier ministre à l'opposition. C'est pourquoi c'était rapide, mais c'était la volonté. Alors, lorsque vous parlez ici, vous dites quelque part que le FCC n'avait pas d'existence légale. Le FCC trouvait son existence légale du part qu'il était fédérateur des regroupements et ces regroupements avaient une existence légale. Donc, il trouvait son existence légale des regroupements politiques qui les composaient. Bon, ce qu'il faudra dire de la gouvernance actuelle pour sauver la justice, il est important, absolument important, que les décrets signés récemment par Félix Tshisekedi de 2300 et quelques, qui ont un caractère dénoncé par plusieurs activistes et plusieurs professeurs d'université, qui ont un caractère tribal, ces décrets puissent être annulés. Tous ces magistrats devront être rappelés. Parce qu'il n'est pas important de pourrir encore la justice qui est pourrie, d'abord par des recrutements qui n'ont pas été bien accomplis, dont il y a eu beaucoup des ajouts tribales là-dedans. Il est important que ces magistrats puissent, même si ceux qui ont commencé, devront être retirés du lot, dans le but de pouvoir revoir maintenant comment on va réaménager la justice. Et puis il faut donner beaucoup de retraites, il faut retraiter beaucoup de façon anticipative, dans le but de pouvoir permettre à ce que la justice puisse avoir un air plus communautaire, et un air plus regroupant la République, représentative de la République, qui est un caractéristique tribal comme aujourd'hui. Vous savez, toutes les grandes religions du monde admettent que la justice est la vie nation. Toutes les grandes religions du monde. Si vous voulez, c'est que le Congo soit élevé. C'est la justice. Un tout petit peu le Léviathan que vous aimez, John. Thomas Hobbes. Vous comprenez Hobbes? Mon ami Hobbes. Philosophie de l'État. Cher Aristote qui s'ouvre aussi à la philosophie, qui adore la philosophie. Hobbes et Montesquieu sont des penseurs. Exactement. Qui ont émis des idées exploitées dans le monde entier aujourd'hui. Séparation du pouvoir, que le pouvoir est du pouvoir. On a écouté les scientifiques. Il a émis une idée qui est exploitée dans le monde entier aujourd'hui.
de Montesquieu. Mais les penseurs sont là, ils réfléchissent. Que font les politiques? Que font les politiques sur des propositions scientifiques? Absolument rien. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Il faut qu'on s'ouvre à l'éthique, qu'on s'ouvre à la rationalité. Et la rationalité scientifique, c'est ce qui peut développer ces pays, simplement. Alors la justice, pour que ce soit équitable, mais il faut, quand on dit la justice est malade, qui est malade? Ce sont des individus animateurs de justice qui sont malades, qui doivent être psychanalysés. Ils ne souffrent pas seulement de la névrose, pour emprunter les mots psychanalytiques du maître. Ce n'est pas seulement de la névrose, mais il a utilisé des mots forts. Mais il faut un tout petit peu psychanalyser sans gants la population dans sa majeure partie, parce que les futurs magistrats sont encore étudiants aujourd'hui. Ah oui. Et ils nous suivent. Ils sont encore étudiants aujourd'hui. Que deviendront-ils dans 10 ans? Donc il faut penser aussi à la préparation des nations futures. Merci. La rationalisation et la moralisation des affaires publiques. 2 points fondamentaux à capitaliser. Astolphe Ngarime. Pour conclure, 60 secondes. Je dirais plutôt que nous avions connu le plus gros mensonge de l'histoire politique de M. Félix Tshisekedi dans son quinquennat passé. Il disait tout le jour que Kabila m'est bloqué, PPRD m'est bloqué, FCC m'est bloqué. C'était le plus gros mensonge. Au fil des ans, au fil des mois, au fil du temps, nous nous sommes rendus compte qu'il n'en était pas ainsi. PPRD n'est bloqué par Félix Tshisekedi, FCC n'est bloqué par Félix Tshisekedi. C'est une question liée à l'incompétence, à la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, nous sommes le 29, cher John, les fonctionnaires ne sont pas payés. Est-ce que c'est encore Kabila qui bloque? C'est le FCC qui bloque? Je ne sais pas. En fait, le plus gros mensonge, et il a fait accepter ça à la communauté nationale et internationale. Lorsqu'il arrive à l'international, il dit que si je ne travaille pas bien parce qu'il y a un ancien président de la République qui est là avec son parti, il a la majorité au Parlement, Kabila me bloque, PPRD me bloque. Aujourd'hui, Kabila n'est plus là, PPRD n'est plus là, nous sommes dans la résistance. Est-ce que les fonctionnaires sont payés? Le pouvoir d'achat des Congolais est plus divisé. Très cher ami. L'insécurité. En fait, vous parlez de l'insécurité. La dépréciation de la monnaie nationale. Terrible, cher. Et c'est encore Kabila qui bloque le plus gros mensonge. Le tribalisme. Passé. Vous parlez de l'insécurité à l'Est. Même ici à Kinshasa, le phénomène Kuluna. Il y a des quartiers où je ne peux plus aller rendre visite à un ami. D'où la peine de mort. D'où la peine de mort. Même pas. Non, c'est pas ça. Il y a des quartiers où je ne peux pas aller rendre visite à un ami. YOLO, choses comme ça, tout ça. Makala. Insécurité, même à Kinshasa. Est-ce que c'est encore Kabila qui bloque? Est-ce que c'est le PPRD qui bloque? Tout simplement parce que nous avions eu, je l'ai toujours dit, vous n'aimez pas cette expression, ce régime était une erreur de parcours. C'était vraiment une erreur de parcours. Merci beaucoup à Aristote Ngarime du PPRD. Olivier Sambaï de la société civile. Maître Rodi Ramazani du parti En Vol, merci. Et Henri Similar Kanda du FOSIP, merci beaucoup. Société civile. Merci surtout à vous. Rediffusion c'est samedi. À partir de 8h30, sinon, prenez un autre rendez-vous avec moi. Le vendredi prochain, même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir. Merci.